Mésoamérique ici. Mais si vous voulez, cette civilisation-là, ça continue en Amérique du Sud, le long de la cordillère des Andes. À l'échelle des États d'Amérique latine, la répartition des populations indiennes est variable. Elle représente plus de 60% de la population totale du Guatemala et de la Bolivie, entre 40 et 50% en Équateur et au Pérou, mais moins de 20% en Amérique centrale et au Chili. Dans un pays de 100 millions d'habitants comme le Mexique, cela correspond tout de même à 13 millions d'Indiens. Des peuples en provenance d'Asie, le franchissement franchissent et colonisent cet immense continent vide. Les nomades vivant de pêche, de chasse et de pêche. Ils trouvent sur cette terre vierge un abondant gibier, composé notamment de bisons et de mammouths. Ils passent en Amérique du Sud par l'isthme de Panama et auraient atteint la terre de feu, c'est de la pointe ici, aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ. La sédentarisation des populations donne naissance à plusieurs grands empires, ceux des Mayas entre le 3 et le 10e siècle, et des Aztèques entre le 14 et le 16e siècle. En Amérique centrale, des Incas dans les Andes entre le 14e et le 16e. Ça va? Là, c'est tôt, ça c'est tard, si je puis dire. Hein? Entre le 14 et le 16e siècle, c'est juste 2 siècles avant les... Et tout ça, c'est après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Donc c'est Christophe Colomb qui ont débarqué en 1492 sur l'île de Guanahani, aujourd'hui les Bahamas, pour découvrir les Indes et donc ces populations, les Indiens. À l'échelle du continent, ils étaient selon toute vraisemblance plus de 50 millions, soit à peu près autant que la population européenne de l'époque, évaluée à 67 millions. 150 ans plus tard, ils ne seront plus que 4,5 millions, exterminés par les conquistadors et les maladies importées d'Europe. Vous voyez, il en reste 4,5 millions sur 50, c'est quand même terrible. Voilà, ce sont des petits dessins qui ont été réalisés, vous voyez le texte, peut-être, Richard Pitzman, le découvreur, en 1908, du Codex de Don Felipe Guamán de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Le définit principalement comme un tableau des injustices exercées sur les indigènes par les seigneurs du pays et par leurs satellites, par les prêtres et par les religieux, les corregidores et comenderos, les Espagnols errants, les métis et les nègres. Voilà. Donc c'est un bouquin qui a été écrit au XVIIe, je crois, il n'est pas écrit au XVIIe. Non. Par Don Felipe Guamán de Ayala, qui était en fait un défenseur des... Donc il y avait les méchants colons, mais il y a quand même de temps en temps des voix d'hommes qui s'élèvent contre les extorsions faites aux pauvres indigènes. La diversité indienne. Les Indiens d'Amérique latine se répartissent en 4 grands groupes ethno-linguistiques. Le groupe des Quechua dans les Andes est le plus important avec 15 millions de locuteurs. Donc c'est en rose. Suivi par le groupe Aymara, implanté autour du lac Titicaca, qui compte plus de 2 millions de personnes. C'est en bleu marine ici. En Amérique centrale, les Quichés sont environ 1 million et Nawa 1,5 million. Les Nawa et les Quichés, c'est en jaune, c'est là-haut. À côté de ces 4 groupes, des milliers de peuples comptent moins d'1 million de personnes. En Amérique latine, il existe une corrélation inverse entre pigmentation de la peau et le niveau des revenus. Ça, c'est partout, c'est pas qu'en Amérique latine. Enfin, c'est en Amérique du Nord aussi. Les Indiens sont les premières victimes, et lorsqu'en 1992, l'Amérique a commémoré le 500e anniversaire de sa découverte par les Européens, les Indiens ont alors rappelé qu'ils formaient les peuples d'origine de ce continent et ont commencé à se mobiliser. Le 1er janvier 1994, jour même de l'entrée du Mexique dans l'association de libre-échange nord-américain, ils forment avec les États-Unis, je me demande ce qui va lui advenir, la pauvre, et le Canada, les Indiens de l'État du Chiapas, dans le sud du pays, ont décidé de se révolter pour protester contre les inégalités qui les touchent. 23% des habitants du Chiapas meurent de maladies infectieuses, contre 12% seulement dans le reste du pays. Le taux de scolarisation est encore moins important dans leur État que dans le reste du Mexique. 30% y sont analphabètes, contre 12% au niveau national.
Le mouvement zapatista, mais zapatiste de libération nationale, est devenu le héros de l'antilibéralisme, contribuant ainsi à la naissance du mouvement altermondialiste. Plusieurs évolutions sociales et politiques favorables aux Indiens ont été rendues possibles avec la fin des dictatures en Amérique latine. Les nouvelles constitutions de Bolivie, d'Équateur, de Colombie, du Pérou reconnaissent le caractère pluriethnique ou multiculturel de leur nation, faisant des Indiens des citoyens à part entière. Au Paraguay, la langue guarani est devenue langue officielle en 92, au même titre que l'espagnol. Si bien qu'aujourd'hui, 90% de la population paraguayenne le parle ou le comprend. Pour cette nation très métissée, la langue indienne devient de ce fait un facteur d'identité nationale et d'intégration. L'émancipation politique des Indiens est certes une indication de l'approfondissement de la démocratie en Amérique latine, mais les droits collectifs des Indiens pourraient s'opposer aux règles de l'état de droit, au risque d'affaiblir les mécanismes démocratiques dans des États encore relativement pauvres et fragilisés par le narcotrafic, comme au Pérou ou en Bolivie. Les revendications politiques des Indiens pourraient alors susciter de la violence. C'est peut-être la raison pour laquelle les États d'Amérique latine sont aujourd'hui réticents à concéder de nouveaux droits aux populations indiennes, à moins que certains ne se souviennent des paroles du leader Ayamara Tupac Amaru lors de son exécution par les Espagnols en 1781. Je reviendrai et je serai encore des millions. C'était un texte qu'on avait déjà vu, c'est un peu pour tous les Indiens. La Palanque, c'est une petite. Plusieurs évolutions sociales et politiques favorables aux Indiens ont été rendues possibles avec la fin de la dictature. Donc, la Palanque, c'est donc le village des nègres marrons qui sont encore organisés en classe d'âge en Colombie. Vous savez, comme vous vous rappelez qu'ils étaient organisés en classe d'âge en Afrique. On les a déportés, comment dire, en esclavage en Amérique. L'abolition de l'esclavage il y a plus de 160 ans en Colombie n'a pas éteint le palanque. C'est la langue des esclaves africains qui ont conquis leur liberté dans la montagne, surplombant les Caraïbes dans le nord du pays. Un trésor encore entretenu aujourd'hui, mélange unique de bantou et d'espagnol. Ce langage créole est né à San Basilio de Palenque, un village fondé au début du XVIIe siècle sur les hauteurs de Carthagène, principal port de la traite négrière à l'époque coloniale du vice-royaume de Nouvelle-Grenade. Et je crois que Obama, en tout cas, il est allé visiter la petite école là-bas, et il était originaire de c'est rigolo, j'avais jamais pensé que les nègres dits marrons, c'est vraiment des. C'est comme les Indiens, on avait importé pas mal d'Africains parce que les Indiens préféraient se suicider que mis en esclavage. Et les nègres marrons, c'est un peu la même chose. C'est des gens qui se sont enfouis malgré la rigueur des punitions et qui ont réussi à se réfugier là-bas. Je dis, ils ont gardé leur langue originelle africaine, puis vous imaginez, avec un mélange d'espagnol, bien sûr. Le cas bolivien. En Bolivie, presque les 3/4 des 8,5 millions d'habitants sont d'origine indienne, avant tout quechua, majoritaire, aymara et guarani. À l'automne 2003, ce sont eux qui ont chassé du pouvoir le président Sanchez de Lozada. Il lui reprochait de vouloir exporter du gaz naturel bolivien via le Chili vers la Californie. Dépossédés des meilleures terres au cours de la colonisation espagnole, soumis aux travaux forcés et à de lourds impôts, les Indiens n'ont jamais profité des richesses de leur pays, ces fameuses mines d'argent et d'état du Potosi. Ils se sentent dès lors de nouveau lésés par ce projet de gazoduc. Ils manifestent contre ce président, symbole du libéralisme nord-américain, sans compter que le passage d'un gazoduc par le Chili leur rappelle la guerre du Pacifique de 1883, pendant laquelle la Bolivie a perdu son accès à l'océan Pacifique. Ici, vous voyez sur l'ancienne carte d'avant 1883, la Bolivie avait accès ici à la mer, à l'océan. Tandis que maintenant, vous voyez, elle est enfermée comme ça. Là, les Quechua, Aymara et Guarani. Il y a de l'état, de l'argent, tout ce qu'on peut. C'est le continent de tous les superlatifs, l'Amérique du Sud. C'est la plus grande chaîne de montagnes, la plus vaste forêt tropicale, le réseau fluvial le plus étendu, mais aussi quelques-unes des cimes les plus élevées et des déserts les plus arides du globe. Tout au long du flanc occidental, de la cordillère des Andes jusqu'à la terre de feu,
À l'extrême sud se succèdent des sites d'habitation anciens. Donc là, ici, tout le long. Qu'ils soient venus d'Asie, de Sibérie ou d'Amérique du Nord, qu'ils aient emprunté la voie maritime ou terrestre, les premiers migrants se sont aventurés sur le continent sud-américain dans l'espoir d'y trouver une nourriture abondante. À la suite de l'extinction des grands mammifères de l'ère glaciaire, vers 8000 avant Jésus-Christ, les hommes ont commencé à chasser le petit gibier et à ramasser les plantes sauvages. Certaines régions ont vu se développer l'agriculture en complément de la cueillette et de la pêche. Les grandes civilisations andines se sont ainsi structurées autour des communautés agricoles, capables de nourrir de vastes colonies permanentes et d'institutions sociales, canalisant le travail vers des objectifs publics. À l'est des Andes s'étendent les basses terres tropicales d'Amazonie. C'est là, près des grands cours d'eau, que se sédentariseront certains peuples de chasseurs-cueilleurs il y a 12 à 6 000 ans. Les groupes qui s'établirent le long du fleuve Amazone donneront naissance à des chefferies extrêmement développées. À l'époque de l'arrivée des Européens, certaines de ces cultures sont sur le déclin. Après avoir connu leur apogée, d'autres sont encore en plein essor. Voilà, donc ici on voit bien, on a au bord de mer, et puis là les montagnes, et tout le monde, là il y a des... Voilà, ça c'est la petite péninsule de Paracas. Alors les moches, oui, comme tu disais. Ici, les voiries, Chimor le long de la mer. Alors, je voulais évoquer le CREA, c'est un centre de recherche archéologique de l'ULB qui a mis au jour un tombeau exceptionnel contenant plus de 80 défunts de différents âges à Pachacamac, au Pérou. La découverte précise, le CREA est probablement daté autour de l'an 1000. Je suis allé faire un petit tour sur leur site. Bon, évidemment, ils ont encore trouvé plein de trucs. Mais bon, ce sont des périodes anciennes. 1500, c'est vraiment ce qu'on appelle ancienne, ce qu'on appelle horizon récent, c'est-à-dire au XVIe siècle. Voilà, ça c'est la carte. Vous voyez bien le tout fin littoral, et puis la tour, on a comme ça tout un échelonnage jusqu'à des pics très très hauts. Ici, la Colombie, l'Équateur, le Brésil. Cusco, c'est un centre important. Ça, c'est le petit texte que vous étudiez. Les premiers témoignages ne datent que du 7e siècle avant Jésus-Christ, dit-il ici. L'art précolombien, ça correspond à l'Amérique centrale et le nord-ouest de l'Amérique du Sud. Donc vous allez trouver des définitions différentes selon les Mésoamérique ou précolombien, ou comment on l'appelle. Ici, les Français disent précolombien et ils mettent ensemble Amérique centrale et Amérique du Sud, ce qui n'est pas correct. Ils touchent diverses civilisations qui se sont intéressées surtout à la sculpture et à la céramique et quelquefois à l'architecture. Alors l'Amérique du Sud, donc je vous disais, j'ai déjà dit? Oui. Okay. Alors voilà, ici c'est la Pampa, ça c'est la terre de feu, et là ici on a évidemment la forêt amazonienne avec tous les autres types d'animaux. Le désert de Bolivie, je vous ai mis une photo. Ici par exemple, parce qu'il y a même de l'herbe qui arrive à pousser comme ça sur les rochers. Je sais plus, j'avais vu toute une émission en biologie sur ces trucs, c'était assez miraculeux. Mais je l'ai mis aussi parce que Salvador Dali, c'est là qu'il a pris tous ces paysages qui sont dans beaucoup de ces tableaux représentent un fond désertique un peu dingue. C'est dans ce désert de Bolivie qu'il est allé bon. Alors, il y a des animaux extraordinaires là-bas qui sont importants. Le plumin et la vigogne, qui sont des animaux qui supportent des températures invraisemblablement froides, qui ne sont pas vraiment domesticables, mais quand même. Encore maintenant, il y a à un certain moment de l'année, on va piéger tous les animaux, on les rase et puis on les relâche, mais ils sont à moitié sauvages.
Et leur laine est immensément douce et immensément chaude et immensément chère. Ils sont venus d'Asie de Sibérie, mais vraiment jaloux. Alors, ils font de l'architecture assez impressionnante. Soit comme ceci, c'est ce qu'on appelle en adobe. C'est comment vous dire, c'est comme de la terre crue ou pite au soleil. Vous voyez qu'ils ont piqué comme des espèces de cônes là-dedans, vous voyez, pour rendre plus solide, à moitié cuit, pour rendre plus solide la terre. Et là, ils les ont travaillé, leur cônes. Vous me suivez? Ils ont fait des motifs. Ils adorent la géométrie. Et alors, bien entendu, ce qu'on appelle les appareils cyclopéens. C'est quoi ça, cyclopéen? Ça vient de quoi ça, des appareils cyclopéens? Un œil, oui. Et pourquoi tu dis un œil? Le cyclope, un œil, d'accord. Et le cyclope, quoi, le cyclope? C'est qui ça, le cyclope? Allez, les autres. C'est celui qui vous lit ça. Et commencez par me dire que c'est un personnage de la mythologie grecque, non? Non? Si? Et essayez de ne pas me répondre tout le temps comme ça sur les interros. Hein. Fenêtre, porte. Faites une phrase, un petit peu. Donc, les cyclopes, qu'est-ce qu'ils avaient comme caractéristique à part d'avoir un œil? Des géants. Ben, c'était des géants, voilà. Parce que pour bouger ces pierres, on ne sait vraiment pas comment ils ont fait. Non seulement pour les bouger, mais en plus pour les tailler. Et pour les tailler, non seulement pour les tailler de telle manière qu'on ne sait pas passer une aiguille entre les deux joints. Et surtout de la longueur. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est un mystère de talent. Ah. C'est énorme. Donc, les appareillages cyclopéens. Vous voyez qu'il y en a toutes sortes. Hein? Jusqu'à l'époque Inca, donc vous voyez, c'est quand encore l'époque Inca? C'est ce qui t'arrive le 14e. Ah oui. C'est-à-dire 1535. Alors, donc, on disait 1200, 1537, ça va? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a chez nous en 1200 comme art? Oui, Moyen-Âge, d'accord, mais ça dure 1500 ans le Moyen-Âge. Roman. Voilà, la romance. C'est un calcaire féminin d'une civilisation implantée autour du lac Titicaca au Pérou. Ben voilà, ici un temple de Tserotchechine. C'est l'époque formative, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un appareillage constitué de monolithes. Donc monolithe, ça veut dire quoi? Une seule pierre, de granit gravé, incorporé dans un parement de petits blocs. À l'intérieur s'élève un édifice construit en adobe conique. Adobe conique, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein, c'est de la terre. J'ai des copines qui sont céramistes, quand elles font des trucs en adobe, c'est avec de la chamotte, elles cassent de la céramique comme ça et la mélangent à la terre. Ça donne de la solidité. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Voilà, Tcherotchechine, remarquez. Je trouve ça assez impressionnant d'ailleurs, les expositions que je suis allée voir en général de l'art précolombien. C'est toujours assez fort 2D en fait. Même leurs masques, je trouve qu'ils sont assez forts en 2D. Enfin, ici c'est carrément pas gravé, puisqu'on a enlevé la matière autour du motif. Hein. Mais il est bien avec sa grande clé, celui-là. C'est pas une clé, à mon avis, c'est plutôt une hache, oui. Mais en fait, quand on trouve des statues comme ça, c'est qu'ils ont déjà enlevé les masques en or qui avaient. Ah oui, sans doute. Ça, on a tout fondu, on a tout dépensé pour nos églises, tout ça, au 16e, 17e, 18e et tout. C'est même pas les Espagnols qui en ont profité, c'est les Hollandais et les autres. C'est une autre histoire, ça. C'est l'Europe, c'est pas ma matière. Voilà, en tout cas, à Cusco, vous voyez, moi, ces blocs de pierre, c'est impressionnant. Hein. Et là, c'est donc ce que je vous expliquais, des adobes d'argile moulés en forme de cône.
et dont la disposition imbriquée confère au mur une remarquable solidité. Ici, je vous ai pris celui-là parce qu'il a l'air un peu mieux retravaillé au-dessus, devant. Quoi. Parce que quand on monte la précédente, ça fait un peu cochon. Hein. Je ne voudrais pas que vous pensiez du mal de mes... Mais vous voulez que vous compreniez ce que c'était. C'est plus joli. Voilà, plus tard, les adobes sont parallélépipédiques et les murs recouverts d'argile lissée portent parfois des bas-reliefs moulés comme à Chan Chan. Chan Chan, c'est la capitale de l'empire Chimú. C'est sur la côte nord du Pérou. Donc, ils aiment beaucoup la géométrie et le type de motif de la décoration qu'on va retrouver tout au long de leur histoire. Voilà, regardez comme c'est intéressant d'ailleurs ce site en adobe. Hein. Donc, c'est la capitale de l'empire Chimú, sur la côte du Pérou. Et bon, c'était divisé en une douzaine de quartiers de plan rectangulaire, mesurant jusqu'à 500 mètres sur 300 mètres, et ceint d'une muraille énorme. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit au niveau des murailles et des enceintes? Ça s'est avéré juste en introduction, ça s'est avéré juste jusqu'à présent pour toutes les civilisations qu'on a vues. Hein, le côté sacré. 7 mètres à 9 mètres de hauteur et plus de 4 mètres d'épaisseur à la base. C'est quand même pas mal, hein, 4 mètres d'épaisseur à la base d'un mur. Vous imaginez là 4 mètres. Édifié en gros blocs de tapia, c'est un mélange d'argile et de gravier tassé. C'est ce que je vous disais. Là, ils disent gravier. À l'intérieur de chacun de ces ensembles se trouvaient des habitations séparées par des rues et des cours, des dépôts, des jardins irrigués, de vastes citernes, enfin des cimetières, et une grande place qui devait servir de lieu de rassemblement. Donc ça fait dans votre oreille, les jardins irrigués, hein, l'irrigation, c'est quelque chose de très... Voilà. On n'arrête pas de trouver des choses pour le